avant de présenter le programme, déjà je peux présenter l'équipe Dream. La particularité de cet événement, c'est qu'il mélange à la fois des gens de l'extérieur, des professionnels, des formateurs, des coordinateurs petite enfance, des responsables de formation, dans tous les métiers. Il y a des auxiliaires de puériculture, des CAP petite enfance, des enseignants, des animateurs. C'est lié à la spécificité du programme. Et donc, dans l'équipe Dream, il y a aussi des étudiants des stagiaires, pardon, qui ont suivi la formation Dream que je vais vous présenter. Il y a une dizaine d'anciens stagiaires qui ont suivi le programme et qui seront donc avec nous, qui pourront témoigner. Et il y a aussi évidemment la plupart des formateurs intervenants qui ont animé cette formation. Il y a donc Cécile Sélincourt qui est au fond, formatrice à l'horizon psychomotricienne, qui a animé les ateliers. Frédéric Combe qui est là, voilà, en plein milieu. Bonjour Frédéric, voilà. Et malheureusement Florence Binet, qui est la troisième intervenante sur la formation elle-même, n'est pas disponible. Voilà, Florence Binet, sophrologue, vous avez vu ça sur le programme. Voilà, nos conférenciers vous les connaissez à cause du programme, vous êtes venus aussi pour eux. Donc le professeur Bernard Golsch qui est là, voilà, qui nous parlera petite enfance 0-3 ans, avec toute sa renommée et toutes ses compétences connues et bien connues dans le secteur petite enfance. Axel Killick, donc pour le monde enseignant, qui a fait sa thèse sur les professeurs et la relation enseignants-parents, et qui viendra nous parler, et j'ai aussi développé tout à l'heure le pourquoi du comment, donc des relations autour des parents et les enjeux des émotions. Et puis Jean-Marie Bataille, lui aussi spécialiste des pédagogies de la décision et aussi docteur en sciences de l'éducation, qui nous parlera du côté de l'animation socioculturelle. Voilà, en disant tout ça, et bien sûr, et j'ai vu passer Anne-Marie Doucet, voilà, bonjour Anne-Marie, responsable scientifique du programme Nanterre Paris 10, et avec qui on travaille depuis 3 ans sur cette formation. J'en profite pour glisser un petit mot à nos collègues belges de la Erasmus Hogeschool, qui sont juste là, Geert et Bert, qui sont donc les partenaires européens de l'Horizon dans le cadre de la mobilité internationale, et qui nous font l'honneur de venir à ce colloque depuis Bruxelles. Voilà, on est ravis et on vous remercie d'être avec nous. Bien, présentation de la journée. Alors ce matin, il y a juste un tout petit changement. Je vais faire la présentation du programme DRIM et des résultats pour la France en ouverture. Ensuite, on fera tout de suite les conférences, donc dans l'ordre, on va dire, canonique qu'on vous a présenté sur le programme, et pour respecter aussi les tranches d'âge. Donc le professeur Golsch démarrera en premier sur les 0-3 ans avec la thématique qui vous a été annoncée. Ensuite, on travaillera sur le monde scolaire avec Axel Killick, et ensuite avec le monde de l'animation socioculturelle avec Jean-Marie Bataille. On fera la pause donc vers 11h, je pense que je vous avais signalé ça vers 11h à peu près. On fera la table ronde donc, avec nos 3 conférenciers, donc après la pause bien sûr, la table ronde des conférenciers et vos questions. Donc je ferai le groom pour passer le micro pour les questions. Et ensuite, ce sera Anne-Marie qui clôturera la matinée avec la question européenne, les rapports de nos collègues européens, et donc les résultats qu'on peut tirer pour l'instant, puisque le programme n'est pas encore terminé, ce qu'on peut tirer de cette recherche. Voilà. Donc normalement, Anne-Marie aurait dû travailler avec moi là, mais on a pensé que c'était pertinent de plutôt terminer finalement par un point de vue européen. Voilà, ensuite on s'arrête vers 12h30, 12h45, donc on a intégré les retards, inévitables dans ce genre d'événement. On sait qu'on finit jamais très bien aux horaires qu'on a prévus. Donc entre 12h45 et 14h, le repas est libre. Vous avez une cafétéria où si vous avez amené à manger, il y a des micro-ondes, il y a des machines à café. Mais l'extérieur est très très bien pourvu en service. On a un Franprix juste à droite en sortant. On a sur la place du centre-ville des restaurants. Enfin voilà, tout est possible. Et juste à côté aussi, en remontant après la Madelon, des restaurants aussi qui pourront vous accueillir facilement. Voilà, l'après-midi est sur inscription. On aura une douzaine d'étudiants avec nous dans les ateliers, et après tous les choix que vous avez faits,
pour les gens extérieurs, tous les choix préférentiels ont été respectés. Il n'y a pas eu besoin de travailler sur un choix 1, 2 ou 3. Donc vous êtes tous dans les ateliers que vous avez choisis. Ces ateliers seront animés évidemment par nos conférenciers et soutenus par l'équipe DREAM que je vous ai présentée et qui co-animera ou qui soutiendra les échanges. Donc ce sont des ateliers longs, ça dure 2h30, ces ateliers, pour qu'on ait toute la place sur les échanges de pratiques. Et puis voilà, puis après on se retrouvera à 17h pour quelques minutes de conclusion. Bien. Alors la partie formelle est terminée, donc maintenant je vais attaquer la présentation elle-même. Est-ce que ça va au niveau du son? Ouais, ça va, c'est pas trop... Ok, bien. Alors, première chose, donc, qu'est-ce que c'est que le DREAM Project? Alors, DREAM Project, c'est un programme européen qui est piloté par l'Italie, l'Université de Florence, qui a déposé un projet de recherche-action afin de promouvoir une formation en Europe sur la question de l'émotion, de la vie affective, on va dire, et des apprentissages. Le constat que fait la communauté européenne, c'est qu'on n'est pas très avancé par rapport au monde anglo-saxon, me semble-t-il, sur ces questions des émotions, c'est ce que nous avait ramené Anne-Marie, et qu'il y a un intérêt à développer pour tous les professionnels du secteur, pour les enfants de 0 à 10 ans, un programme de formation qui mette en avant la question des émotions dans leur rapport à l'apprentissage. Voilà, c'est un programme qui est soutenu par Erasmus+, donc nos étudiants connaissent bien Erasmus+, pour la question de la mobilité. Là, c'est un autre volet de Erasmus+, c'est le volet formation. C'est-à-dire qu'on est tenu, au bout des 3 ans de programme, à faire des recommandations à la communauté européenne sur un modèle innovant de formation aux émotions. Alors, on s'adresse à tous les professionnels du secteur pour des enfants de la naissance à 10 ans et avec l'objectif de développer un modèle pédagogique innovant centré sur les manifestations émotionnelles entre professionnels et enfants en situation d'apprentissage préscolaire et scolaire. Alors, préscolaire au sens de la communauté européenne, ça prend toute la part 0-6 ans. On sait que les modèles d'école en Europe sont très très divers. Certains commencent à 7 ans, d'autres commencent à 2 ans bientôt, nous pour la France. Donc il n'y a pas vraiment de modèle unique. Et le préscolaire, c'est toute cette zone où nous, on a les crèches, les jardins d'enfants, l'école maternelle. Ça, c'est la part 0-6 ans, on va dire. Voilà. Alors il y a quatre partenaires avec l'Italie. Donc la France, donc pour la partie petite enfance, il y a la Grèce pour la partie emploi et formation, et il y a l'Espagne, comme l'Italie, qui travaille sur la formation des enseignants. Ce sont 2 universités des sciences de l'éducation. On est le seul centre de formation professionnelle petite enfance. Bien, le projet réalisé en France. Comment on a conduit cette recherche-action au niveau de l'horizon? On a eu un premier souhait dès le départ, c'est de partir de la spécificité française qui fait que les enfants de 0 à 10 ans sont dans une multiplicité d'établissements et de qualifications, de ministères, et que cette spécificité, on a voulu la conserver dans la recherche-action elle-même. Ce qui explique que pour les 0-3 ans, on a sollicité les crèches parentales et les EJE, les éducateurs de jeunes enfants. Pour la partie scolaire, on a sollicité des écoles à pédagogie nouvelle. J'en profite pour saluer Yves Herbel qui sera avec nous cet après-midi dans les ateliers, le directeur de la Source, qui a participé au programme des 3 années. On a aussi travaillé avec l'école nouvelle d'Antony. On a nos 2 enseignantes d'Antony qui sont avec nous, qui sont là, qui sont venus depuis le début du programme et qui participent. Et puis, spécificité grâce aussi à nos réseaux, on voulait intégrer l'animation socio-culturelle pour la partie des enfants de 6 à 10 ans,
sur évidemment ces temps des loisirs, ces temps d'éducation populaire, sachant que les professionnels ont des formations extrêmement différentes et des secteurs extrêmement différents qui ne communiquent pas entre eux, alors qu'on s'occupe des mêmes enfants. Si on prend par exemple les jardins d'enfants et l'école maternelle, c'est l'éducation nationale d'un côté et les affaires sociales de l'autre. Si on prend le loisir, les enfants le mercredi sont au centre de loisirs, mais ils sont aussi à l'école, ou ils sont parfois aussi en crèche. Voilà. On va retrouver des métiers différemment qualifiés, des CAP, des auxiliaires de puériculture, des animateurs, BATER, des enseignants, Master 2, des éducations de jeunes enfants, niveau 2. Voilà, toute cette multiplicité professionnelle et de secteurs et cette complexité étonne toujours nos partenaires européens. Et il faut penser aussi qu'en France, chaque ministère fait ses propres diplômes. On a même des diplômes de service et petite enfance à l'agriculture, dans les emplois de service en milieu rural. On a des qualifications en affaires sociales, on a des qualifications en éducation nationale, et on a aussi centre de loisirs, sport et culture. Voilà, cette multiplicité, tout ça pour les enfants de 0 à 10 ans, c'est quand même beaucoup d'intervenants et de lieux différents. Donc dans le programme, on a voulu mélanger tous ces professionnels et tous ces lieux pour parler, pour se parler en fait, pour essayer de comprendre et de partager qu'est-ce que c'est que les pratiques favorables aux émotions du point de vue de ces professionnels. Donc ça, c'est un choix de départ, c'est-à-dire dans le cadre de la recherche-action, on devait faire ce qu'on appelle des focus groups, et on a tout de suite mixé ces focus groups, c'est des ateliers en fait, d'une dizaine de professionnels, où on a mélangé tout de suite tous les métiers. On a des enseignants, des animateurs et des éducatrices de jeunes enfants qui ont participé à ces groupes de travail qui ont duré 1 an pour nous dire comment elles font pour prendre en compte la question affective chez les enfants. Alors, l'autre choix de ce programme aussi, vous l'avez un petit peu senti, c'est qu'on a choisi des secteurs, on va dire, avec une identité, enfin des partenaires avec des identités fortes. On a choisi les écoles nouvelles, parce qu'on s'est dit qu'évidemment, pour comprendre ces pratiques favorables, il fallait s'adresser aux gens qui mettent en œuvre, on va dire, une pédagogie impliquée, réflexive. On a fait la même chose pour les éducateurs de jeunes enfants. On a choisi de travailler avec la Fédération des crèches parentales, la CEP 91, exactement, le réseau de l'Essonne. On est parti aussi de la même idée que les gens qui sont impliqués dans des situations complexes auraient certainement des choses à nous dire de cette complexité, de ce travail autour des émotions. Et puis pour l'animation socioculturelle, j'avais la chance de connaître Jean-Marie Bataille et la Maison de Courcelles, qui est aussi représentée ici aujourd'hui, qui sont des établissements, on va dire, d'éducation populaire, d'animation sociale et de loisirs, qui font des colonies de vacances, avec des pédagogies avancées, qui ne sont pas très connues, que nous on a découvert il y a quelques années, qui s'appelle la pédagogie de la liberté, à la Maison de Courcelles, qui travaille depuis 40 ans sur l'autogestion des séjours par les enfants, et une autre association qui s'appelle Le Soleil, pareil, qui travaille autour des droits de l'enfant dans une approche d'autogestion des séjours d'été avec les enfants. Donc vous voyez, il y a un choix dès le départ dans ce programme, à la fois de brasser les métiers, les diplômes, les secteurs, et de faire appel aussi à des institutions ou des services qui sont engagés dans des réflexions, on va dire, pédagogiques ou des orientations pédagogiques fortes ou particulières. S'il y a des questions, vous m'arrêtez parce que j'essaye de suivre mon fil. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de précision, je prendrai évidemment en compte toutes les questions. Voilà. Alors, cette recherche-action, c'est une recherche qualitative. C'est important ce mot, c'est-à-dire on n'est pas dans une démonstration scientifique, on va dire avec des preuves, etc. On est dans un programme expérimental où ce qui nous intéresse justement, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est-à-dire la contribution des acteurs à la connaissance. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est important, la recherche-action, c'est quelque chose de tout à fait bien connu et, on va dire, instrumenté depuis les années 40. C'est un dispositif qui a toute sa valeur, justement, pour donner la parole aux acteurs.
Alors ça, c'est un autre principe aussi qu'on a établi dès le départ avec Anne-Marie, c'est qu'un dispositif de formation aux émotions, il doit s'appuyer sur la pratique des praticiens d'abord. Voilà. Et les connaissances académiques, on va dire de l'autre côté, c'est un renforcement de pratiques existantes. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce programme, on était assez contents avec Anne-Marie. Alors cette recherche-action travaille sur les pratiques favorables, mais elle travaille aussi sur la constitution d'un référentiel de savoir que les Italiens ont baptisé guidelines, ça veut dire des repères. C'est un gros document qui doit faire une quarantaine ou une cinquantaine de pages, qui brasse l'état des savoirs académiques aujourd'hui sur la question des émotions, en Europe et dans le monde bien sûr, avec une bibliographie conséquente. L'enjeu, c'est que ce guidelines, pour nos collègues italiens, doit être la référence de la constitution de ce futur programme de formation. Donc vous voyez que déjà on apparaît d'un côté des enjeux pratiques et professionnels, et de l'autre côté des enjeux théoriques et de savoir académique. C'est un point nodal de la dynamique de ce dispositif. L'objectif, je vous redis, c'est, à l'issue de ce programme, quelle formation, quel modèle de formation innovante pour former les professionnels en Europe à la question des émotions. 3 phases, donc je redétaille. La phase exploratoire, c'est ces fameux workshops qui ont duré 1 an, avec 15 à 25 professionnels, où on a fait des entretiens collectifs pour recueillir les pratiques professionnelles de toutes les personnes que je vous ai citées, de ces 4 ou 5 secteurs. On a aussi interviewé une petite dizaine d'experts, dont Florence Binet d'ailleurs, un certain nombre de formateurs et d'intervenants qui ont la spécialité autour des émotions, pour essayer de défricher avec eux les enjeux de cette question et les contenus qui leur semblent importants à transmettre. Donc l'Europe, les 4 pays d'Europe ont fait la même chose. Phase 2, c'était donc 1 an après, mettre en place cette formation innovante. Donc cette formation innovante, du point de vue évidemment de l'Horizon, de l'équipe DREAM de l'Horizon, c'est l'idée de constituer, à la demande des Italiens, une formation pour 30 professionnels au moins, sur 3 journées, et qui prennent pour base le contenu du Guidelines, ce fameux guide référentiel des savoirs. Il y avait une consigne aussi, c'est qu'il fallait pouvoir aller observer sur le terrain les pratiques des professionnels, les fameux professionnels de ces workshops, pour voir avec une grille d'observation objectivante qu'est-ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire, quand ils s'adressent à un enfant, est-ce qu'ils se mettent à son niveau ou est-ce qu'ils restent au-dessus? Est-ce qu'ils regardent l'enfant? Est-ce qu'ils écoutent l'enfant? Est-ce qu'ils répondent à ce que l'enfant demande? Et comment est-ce qu'ils guident l'activité? Est-ce qu'ils guident l'activité d'une façon autoritaire? Ou est-ce qu'ils laissent l'enfant expérimenter? Bref, on avait une grille qui faisait 3 pages, et on a observé avec Anne-Marie des activités d'apprentissage d'enseignants, des activités de relations et d'interaction aux enfants et entre professionnels, et on a coté, voilà, est-ce qu'ils le font un peu, beaucoup, pas du tout, et à chaque fois, on devait préciser sur les consignes demandées par les Italiens si, oui, ils regardent les enfants, non, ils ne regardent pas, oui, ils parlent mal, non, etc., etc. Donc toute cette grille de cotation qui nous permettait de faire une observation en direct. Il fallait choisir dans ces observations des gens qui vont participer à la formation qu'on allait donner et des gens qui n'y participent pas, afin de pouvoir comparer les groupes des gens qui auront suivi la formation avec les groupes qui n'auront pas suivi la formation, et de voir s'il y a des différences, pour une part entre formés et non formés, et pour une part pouvoir coter la formation, enfin les gens avant formation et après formation. Voilà. Excusez-moi de toutes ces explications méthodologiques qui sont un peu incontournables pour expliquer les résultats. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Voilà, et donc encore une fois, les 4 pays font une formation pour 30 à 40 personnes, basée sur le Guidelines,
avec effectivement ce protocole que je vous ai décrit. Mais chacun des pays va choisir une méthode pédagogique pour construire son propre référentiel pédagogique de formation. Ça c'est important, aucun des pays n'avait obligation de traduire le guidelines de la même manière. Okay. Phase 3, évidemment, eh bien, les résultats et analyses, les observations entre les formés et les non formés, les évaluations avec un questionnaire, avant formation, après formation, etc. Voilà. Ça, c'était la partie, on va dire scientifique, instrumentée du programme. Et on termine, comme aujourd'hui, avec un colloque final qui vous présente les résultats et qui vous propose ensuite d'aller expérimenter dans les ateliers avec nos conférenciers et nos animateurs, eh bien, ce qu'on a appelé une clinique des pratiques, c'est-à-dire la possibilité d'échanger à partir des contenus de la matinée, eh bien, les questions que vous vous posez professionnellement, les situations que vous avez, les réflexions que vous voulez partager, selon les thématiques que vous avez choisies. Voilà, et pareil, ce colloque final, d'une cinquantaine, il devait être une cinquantaine de personnes minimum par pays, eh bien les 4 pays sont en train de le réaliser. Et je crois qu'on est les premiers à le faire, mais dans l'ordre de passage. Bien. Petite synthèse de la première phase de travail. Donc je vous ai parlé de la phase exploratoire. On a fait une journée d'études il y a 1 an et demi, où on a présenté en détail les résultats de la phase exploratoire sur les pratiques favorables. Je vais vous les résumer. On va voir que c'est donc issu, encore une fois, des pratiques de ces différents sites professionnels avec lesquels on a travaillé depuis le début. Et on a voulu les conserver avec Anne-Marie parce que ça nous donne des points de repère importants avant toute formation ou avant tout, on va dire, tout projet pédagogique, même on va dire, mis en œuvre dans les lieux, que ce soit des lieux petite enfance, à l'école ou en animation socio-culturelle. Donc ces points de repère-là, c'est vraiment 6 points importants pour nos professionnels qu'on a interviewés et qui nous semblent à garder en mémoire, et je les rappellerai à la fin du PowerPoint, pour qu'on ne les oublie pas par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Ce qui est intéressant, c'est la convergence entre ces préoccupations et les conclusions de la recherche. Première des choses, pour pouvoir travailler et avoir des pratiques favorables aux enfants et à la réponse aux besoins des enfants, il faut d'abord des conditions de base pour la sécurité et la reconnaissance des émotions. On peut le faire d'une part par le droit, avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous aurez ce PowerPoint. Il y en a qui prennent consciencieusement des notes, c'est très bien. Mais ne vous inquiétez pas, vous l'aurez en détail. La Convention internationale des droits de l'enfant, très important. Je vous rappelle que les conventions internationales des droits de l'enfant sont centrées apparemment sur les besoins individuels des enfants. On oublie les articles 13 à 15 de la Convention internationale, qui sont les droits politiques des enfants. Je vous rappelle que les enfants ont droit d'association en tant que mineurs, et que la France a mis 20 ans à traduire cette préoccupation dans sa législation. Elle l'a même bloquée pendant un certain temps. Je vous rappelle que les droits des enfants, les droits collectifs des enfants, c'est traduit depuis 1921 dans un certain nombre d'écoles de l'éducation nouvelle qui pratiquent l'autogestion avec les enfants. Et ça existe depuis 100 ans. Et juste un petit mot, Summerhill, l'école, on va dire emblématique, va fêter ses 100 ans dans 2 ans. Voilà, l'autogestion, ça existe et c'est possible avec les enfants à l'école. Alors, après cette petite parenthèse, on peut prendre le temps pour installer ces conditions de base pour la sécurisation, le soutien, la participation, la liberté d'expression, la décision. On retrouvera les pédagogies de la décision avec Jean-Marie Bataille tout à l'heure. L'organisation et le libre choix. Tout ça, c'est les conditions de base. Ensuite, il faut se référer pour les professionnels à des méthodes, à des valeurs et à des principes dans les projets. Voilà, donc on va garder le cadre de référence, bien sûr pour les pédagogies actives, et il faut bien sûr, nous disent les professionnels, entendre et écouter la parole des enfants et des familles, reconnaître, avoir des lois pour vivre ensemble, avoir des règles, avoir des pratiques bienveillantes,
avoir des instances de régulation, et on verra ça aussi dans la recherche, comment ça a fonctionné avec nos collègues, des instances de régulation qui sont bien connues avec la pédagogie Freinet, et la pédagogie institutionnelle qui s'appelle les conseils et les quad neufs. Voilà. C'est important de voir que cette modalité, quand même, existe à l'école depuis aussi très longtemps, puisque Freinet aussi, c'est 1920. On a tout de suite interpellé nos collègues italiens, c'est important de le dire aussi. Les collègues italiens travaillent sur la pédagogie toscane. C'est important de le rappeler. Certains d'entre vous la connaissent, c'est la pédagogie de Reggio Emilia, entre autres, mais pas seulement, parce que Reggio Emilia c'est un point particulier, mais c'est toute l'Italie du Nord qui travaille sur, on va dire, une forme d'inclusion. Les enfants ne sont pas coupés de la vie sociale, de la vie culturelle. Les établissements sont interactifs les uns avec les autres, et c'est des pédagogies très avancées, pas encore très connues en France, même si je crois que le Furet, qui est un organisme qui promeut les pratiques interculturelles, est très moteur sur la diffusion de ces pédagogies toscanes de l'Italie du Nord. Voilà. Donc, troisième point, il faut des repères. Voilà. Et l'adulte est un repère. Il pose le cadre sécurisant, il matérialise le repère pour la mise en sécurité. Quatrième point, il faut orienter le rôle des professionnels. Ça veut dire qu'il faut être prescriptif. C'est-à-dire qu'il faut bien que dans une équipe, on dise ce qu'on veut faire ensemble et les uns par rapport aux autres, si on veut que les enfants aient accès à un minimum de cohérence et de prise en compte de leurs besoins émotionnels et leurs besoins sociaux. L'adulte a une fonction de contenance des émotions qui débordent les enfants. Alors, c'est vrai que ce sont des sujets aujourd'hui qui sont importants et travaillés par un certain nombre de formateurs vacataires et d'intervenants qui sont dans la salle, où la question de la violence des émotions, ou la question du débordement émotionnel, voire même des fois des parents, saisit aussi les équipes petite enfance, parce que c'est quand même ce que je connais un peu mieux par rapport aux autres secteurs, et l'adulte, il est là pour accompagner ces enfants qui débordent. Mais il faut aussi savoir anticiper les émotions, que ce soit à l'école, que ce soit dans les colonies de vacances, quand il faut anticiper la séparation, ou le lien avec les parents qui sont absents. Voilà, ce sont des questions délicates à gérer. Il faut aussi apprendre à mettre des mots pour les enfants qui n'ont pas de mots encore, et qui ont des émotions, qui les débordent, et n'ont pas le langage pour l'exprimer. Il faut organiser la régulation, les temps de transition, et prendre évidemment en compte les différences de chacun. Travailler sur les émotions ne serait pas possible sans laisser une place aux émotions et aux sentiments des adultes, qui sont évidemment le deuxième partenaire dans la relation à l'enfant. On ne peut pas faire attention aux enfants et à leurs émotions sans faire attention à celles des adultes. Ça va mieux en le disant, on ne va pas l'oublier. Alors, très important dans nos échanges, l'enfant nous fait toujours réagir. C'est très important. On a été aussi un enfant, on a aussi, en tant qu'adulte, des émotions d'adulte. Cette prise de conscience intime doit nous aider à trouver le lien affectif avec l'enfant en soi. Donc ça, c'est une citation des professionnels. L'enfant devant soi et le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire arriver à se mettre à la place de l'enfant. On peut dire sans difficulté, il me semble que dans la formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est quelque chose qu'on apprend aux étudiants à faire pendant 3 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Comment je peux prendre le point de vue de l'enfant pour comprendre ce qui se passe? Alors on le sait, pour la petite enfance, de 0 à 3 ans, c'est un enfant différent tous les 3 mois. De la naissance à 3 mois, de 3 mois à 6 mois, de 6 mois à 9 mois. Voilà, tous ces stades de psychologie du développement que vous voyez, c'est un enfant différent à chaque fois, et il faut effectivement à chaque fois comprendre et prendre en compte le point de vue de cet enfant-là qu'on a devant soi. Et on sait combien c'est difficile. Enfin, 6e et dernier point, pas d'enfant sans parents. On ne peut pas faire attention aux émotions des enfants sans faire attention aux émotions des parents. Encore une fois, les professionnels de la petite enfance sont particulièrement aux prises avec ça. La séparation, la familiarisation, l'adaptation, c'est des périodes délicates, difficiles, et où l'enfant, évidemment, a beaucoup à intégrer.
Mais on le retrouve dans toutes les phases de vie. On va le retrouver du passage de la crèche à l'école, ou du domicile à l'école. On va le retrouver l'accueil et la séparation à l'école, mais aussi en colonie de vacances. Premier départ en collectivité, première longue séparation. Bon, ça va pouvoir se faire vers 4-5 ans, les premières colonies maternelles. Peut-être c'est un peu tôt, 6 ans. Hein, voilà. C'est super tôt pour quitter ses parents pour la première fois, une semaine. Il faut savoir gérer. Il n'est jamais trop tôt pour se socialiser, on se socialise très vite. Effectivement. Et découvrir aussi la possibilité de nouvelles expériences. On n'oubliera pas quelqu'un qui n'est pas très connu dans le secteur éducatif, mais plus dans le secteur sanitaire. J'ai une attache particulière à Kelmer Pringle, Myriam, non, j'ai oublié son prénom, zut. Kelmer Pringle, peut-être ça dit quelque chose aux gens qui viennent du secteur plus sanitaire. C'est une psychologue américaine qui a écrit un livre très important qui s'appelle Les besoins de l'enfant. Et elle sort 4 besoins fondamentaux, c'est les puéricultrices qui m'ont appris. Le premier besoin fondamental de l'enfant, c'est l'amour. Voilà, c'est tout bête. Mais encore faut-il le rappeler. Premier besoin, l'amour. Deuxième besoin, je ne sais plus, j'ai oublié, le quatrième, ce qui m'intéresse à l'instant, le besoin d'expériences nouvelles. On ne peut pas se développer si on n'a pas des expériences nouvelles mais enrichissantes. La colonie, les expériences de loisirs sont des éléments de socialisation très importants. Prenez en comparaison le temps de l'école. L'école, c'est une séquence qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Après, les enfants vont en récréation. Qu'est-ce qui se passe en récréation? Que les enseignants ne voient pas et qui est fondamental dans la vie des enfants. Et ce temps-là, c'est un temps intense émotionnellement. Il suffit, et tout le monde le sait, le moment où les portes s'ouvrent pour la cour de récréation, ça fait un sacré barouf. Voilà, les enfants ils crient, ils déchargent leur énergie. Et puis, bref, vous connaissez tous la cour de récréation, on est tous passés. Bien, voilà, donc, prendre en compte le travail des parents, le point de vue des parents, avec une attache particulière. D'abord, les chemins de sécurisation sont spécifiques à chaque famille. Et enfin, dans les quartiers défavorisés, ça ne peut se faire qu'avec les parents à cause des différences de culture. Donc ça, c'est une préconisation apportée dans la première phase exploratoire. La phase 2. Là, on est sur la phase de transmission des connaissances, ces fameux 3 jours de formation où on doit mettre en œuvre ce fameux référentiel des savoirs qui s'appelle le Guidelines. La question qu'on s'est posée, c'est que construire pour ces 3 jours? Comment construire ces 3 jours? On voulait éviter, avec Anne-Marie, la transmission directe des connaissances. On voulait privilégier l'expérience des professionnels. Et du coup, on avait un principe, pas de véritable connaissance sans expérience. On avait une contrainte, transmettre ce guidelines, sachant qu'il y aura un contrôle des connaissances à la fin de la formation. Donc il fallait être sûr qu'un certain nombre de savoirs soient transmis. Et enfin, on était face à un dilemme, comment faire apprendre des connaissances sur les émotions et les relier à l'expérience. En résumé, qu'est-ce qui est possible pour une formation aux émotions? Soit une formation aux connaissances, un enseignement didactique. Certains partenaires ont choisi l'enseignement didactique, c'est-à-dire la transmission en 3 jours des contenus de ce guideline, ou alors une expérimentation des émotions, et avec l'idée de privilégier une autre forme de connaissance. Donc les 10 stagiaires qui ont suivi cette formation pourront vous en parler, j'imagine, dans les ateliers qu'ils ont choisis. Le principe, c'était de rester fidèle à notre idée de départ que les apprenants sont les chercheurs, mais alors, pour pouvoir mettre ça en place, ni Anne-Marie ni moi ne sommes des spécialistes de ces questions des émotions, on a dû faire appel à des gens dont c'est le métier. Donc Frédéric Combe, Cécile Sénincourt et Florence Binet, avec chacun leur qualification et leur spécialité. Le principe, ça je vous l'ai dit, donc je peux passer. Ce qu'on a construit tous les 5, avec l'aide aussi de la formation continue, avec Catherine Sacchetto, donc tous les 6, on a voulu construire un dispositif qui alterne des ateliers d'expérimentation et des transmissions de connaissances. Dans ces approches, on va dire les 3 intervenants spécialisés nous ont mis
en œuvre des actions sensibles, mettant en œuvre le corps, des actions interactives, mobilisant l'intelligence émotionnelle, le jeu, le plaisir, mais aussi la prise de risque dans l'idée d'une mise à la place de l'enfant. Ce dispositif de recherche-action, 3 ateliers, prendre conscience des émotions, affectivité, émotion et relations, découverte du potentiel émotionnel et affectif. 3e séance, on a décidé je vous passe les détails de l'organisation de la formation, mais on a décidé de faire un focus sur les connaissances, en partageant l'expérience en atelier et les connaissances du Guidelines. C'est-à-dire transmettre des concepts, transmettre des idées, transmettre des contenus objectivables, on va dire. Et donc on a respecté à notre manière ce programme, c'est-à-dire qu'on n'a pas transmis tout le Guidelines, mais on a lié l'expérience et la connaissance, on va dire l'expérience et les savoirs, au sens académique savoir, pour le mot savoir. Et alors il fallait évidemment, bien sûr, mesurer avant et après. Les stagiaires ont été testés, un questionnaire avant la formation, un questionnaire après la formation. Quels sont les résultats? Première chose, le score obtenu par nos stagiaires sont élevés. Ils ont de très bons niveaux de réponse. Ils sont conformes sur le plan européen avec les autres pays qui ont choisi des approches mixtes plutôt que de la transmission directe. Le pays qui a choisi la transmission directe a des résultats faibles par rapport aux nôtres, évidemment, ou à l'Italie, par exemple, qui a choisi aussi des approches plus interactives. Donc déjà, on a une petite vérification sur la capacité, on veut dire, d'apprendre. On le sait évidemment par des tas d'expériences et de connaissances, etc., mais on le vérifiait, encore une fois. Apprendre sur les émotions, c'est d'abord apprendre en expérimentant et d'aller, dans un second temps, vers des connaissances objectivables. Puisqu'on est des professionnels engagés dans l'action. Des surprises. Il y a quand même des surprises. Pour la France, le premier, c'est que le critère de qualification entre professionnels n'a pas été déterminant. On a des auxiliaires de puériculture qui ont des meilleurs résultats que des professionnels Master 2. Déjà, c'est intéressant. Avant et après. On a aussi quelques personnes qui ont baissé. On ne sait pas pourquoi. Bon. C'était pas significatif, nous a dit notre statisticien. Heureusement, on n'arrivait pas à comprendre ces résultats. Alors c'était évidemment anonyme, hein. On ne sait pas qui a baissé. Deuxième chose, ni les âges, ni la durée d'expérience ne sont des critères. Ça aussi, c'est une surprise. Alors la plupart des gens ont entre 5 et 15 ans d'expérience. Et c'était assez bien équilibré. Enfin, les réponses élevées apparaissent convergentes entre formés, post-formation et groupe témoin des non-formés. Ça, c'est le point essentiel pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un groupe témoin que l'on a testé et qu'on a observé, et que ce groupe témoin qui n'a pas suivi la formation, il a, dans le test de QCM, qu'on leur a fait passer, des résultats qui sont pas très loin de ceux qui ont suivi la formation. C'est-à-dire que la différence, la formation, si je puis dire, ne fait pas de différence importante entre ceux qui sont engagés et qui n'ont pas suivi la formation, et qui est notre groupe témoin, et ceux qui sont engagés et qui ont suivi la formation sur les émotions. Les différences ne sont pas très grandes. Donc c'est une vraie surprise pour nous-mêmes. On peut dire aussi que les observations qualitatives sur site, quand on a vu les gens travailler avant formation ou après formation, les différences non plus ne sont pas très importantes. Donc on a formulé des hypothèses avec Anne-Marie. On se dit que le score obtenu ne dépend pas forcément d'une formation aux émotions. Alors, on ne peut pas le prouver, évidemment, ça peut être lié aux personnes, à leur expérience, leur sensibilité, leur ancrage dans une équipe, un projet fort, centré sur les besoins de l'enfant, bref, des conditions locales. Il faudrait une autre recherche pour les vérifier. On avait beaucoup milité au départ avec Anne-Marie pour faire des entretiens qualitatifs, des interviews, donc longues, avec les professionnels, pour aller déjà anticiper ces situations-là. Les Italiens et les Espagnols ont voulu quelque chose de quantifiable. Donc on n'a pas pu accéder à nos entretiens. Évidemment, c'est quelque chose qui, dans des parcours biographiques, aurait pu évidemment se retrouver et s'analyser. En tout cas, on ne peut pas le prouver, on peut faire une hypothèse que c'est lié aux personnes. Deuxième chose, et là beaucoup plus important,
Les gens avec lesquels on a travaillé, vous le savez, sont tous engagés dans des modèles pédagogiques forts. Que ce soit en crèche avec les modèles Pickler-Logsy, que ce soit dans le travail avec les parents et les professionnels dans des structures de type coopérative, que ce soit dans les écoles nouvelles avec lesquelles on a travaillé, ou avec les centres de loisirs sur les pédagogies de la liberté et de la décision, tous ces gens, formés ou non formés, sont déjà engagés dans des modèles pédagogiques forts. Ça veut dire qu'à partir d'une commodité pour l'enquête et la recherche, on est tombé sur un point nodal, on va dire, c'est que les modèles pédagogiques sont prescripteurs de comportements favorables aux émotions avant toute formation aux émotions. Ça veut dire que la pédagogie, c'est le point fort d'une approche des émotions. Ça veut dire encore une fois que si on veut développer une formation aux émotions, alors il faut développer d'abord un ancrage dans un modèle de formation, de pédagogie et d'intervention auprès des enfants. Les gens qui s'obligent, donc on appelle ça un modèle prescripteur fort, qui s'obligent à faire attention aux enfants, ne savent pas forcément ce qu'ils produisent au niveau émotionnel par rapport aux enfants. Mais ils le font parce qu'ils pensent que c'est bon pour l'enfant. Donc dans un premier temps, ce qui est à promouvoir, c'est la pédagogie, c'est les modèles pédagogiques, et dans un deuxième temps, c'est l'accès aux connaissances sur les émotions, pour effectivement aller vérifier d'une certaine manière que ce qu'on fait, eh bien, va trouver aujourd'hui une confirmation dans ce qu'on trouve en neurosciences, en psychanalyse, en des choses qui sont dites, mais qui effectivement ont besoin, pour les professionnels, quel que soit le secteur et l'âge des enfants, de s'ancrer d'abord dans une pratique pédagogique. Et voilà. Pour Anne-Marie et moi, c'était une surprise importante, puisqu'on avait d'un côté la pédagogie et de l'autre la psycho du développement, ou les émotions, et que tout ça, finalement, ne prend un sens que si on se réfère et qu'on s'oblige à des pratiques éducatives et pédagogiques favorables et en réponse aux besoins des enfants. Voilà. Alors, dernière diapositive. Pour rappel, 6 principes de base, qui sont des obligations qu'on se donne à soi-même pour mettre en place quelque chose de favorable aux émotions. Ensuite, deuxième point, un modèle pédagogique. Ensuite, troisième point, un accès aux émotions